Bonjour à tous, en ce dernier dimanche de février. Vous le savez, la foire du livre bat son plein actuellement à Bruxelles et c'est pour cette raison que mon invité sera Pascal Blondiau. Pascal Blondiau habite à Braine-le-Comte, il est écrivain, il a déjà publié plusieurs recueils de nouvelles, il est aussi un novelliste des novelettes que vous pouvez retrouver sur son site. Avant de discuter avec lui en fin de septième, je vous propose d'égrener l'actualité de la semaine. Voilà, je suis à présent en compagnie de Pascal Blondiau, écrivain, nouvelliste et auteur de plusieurs novelettes. Alors avant de discuter avec lui, je vais vous lire une des novelettes que l'on peut trouver sur son site internet. Elle s'appelle Point du jour. À l'heure où l'on croit le jour perdu, cette heure fugace où les couleurs nous quittent dans le soir monochrome, quand le passeur de silence débouche dans une vallée dont le soleil, absent ailleurs, habite toujours la pente déclive, je reviens un instant sous le cours de ma vie pour m'apercevoir que la lumière, déjà basse sous la ligne de flottaison, éclaire les feuilles par-dessous aussi. Pascal Blondiau, bonjour. Bonjour. J'ai envie de commencer par une question très simple. Qui êtes-vous? Un écrivain à Braine-le-Comte? Comment ça peut exister? Ça existe en dehors des heures. Ça existe en dehors des heures de toute façon. On n'est pas écrivain professionnel, pas en Belgique. Peu de gens le sont. On en parlera peut-être tantôt. Mais la première chose, c'est d'avoir envie de s'exprimer et d'essayer de le faire d'une façon correcte, de ne pas le faire pour soi tout seul, de ne pas imposer ses textes aux autres non plus, et de trouver sa voie. Votre parcours de vie, il faut être clair, vous avez un travail, vous le dites très, très clairement dans votre biographie, un travail alimentaire qui vous permet, j'imagine, de nourrir votre famille voilà, oui. et vous-même, mais en dehors de ça, votre passion, depuis toujours, vous êtes né dans la science-fiction, je pense. Oui, pratiquement. C'est la question qu'un jour, ma grand-mère m'offre des livres de la bibliothèque verte et c'est comme ça que je tombe dedans. Donc je suis un peu actif, on va dire, dans la poésie. Je ne sais pas si ce que vous venez de lire peut être qualifié de poétique. Probablement si. Mais mon premier amour, c'est la science-fiction. Donc ce sont les hypothèses un peu hardies. Et au niveau, alors après de la poésie qui est arrivée, j'aime la forme bien faite, j'aime la belle ouvrage, simplement. Ce qui veut dire que quand vous avez dû choisir des études, je pense vous avoir croisé à Louvain-la-Neuve, vous vous êtes dit tiens j'irai plutôt vers du littéraire ou bien vous espériez déjà éventuellement vivre de votre plume? On en rêve quand on est adolescent, de vivre de sa plume. Quand on voit maintenant des gens qui vivent réellement de leur plume, et je ne parle même pas d'Amélie Nothomb, quand on voit les sacrifices que ça suppose, on se dit qu'à ce moment-là, on rêvait bien fort. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté et qui a commencé à l'adolescence parce que, je reviens à cette histoire de bibliothèque verte, j'ai eu la chance de rencontrer cet auteur dont je dévorais les livres à l'époque, qui s'appelle Philippe Ebli. Je reviendrai toujours à lui. Et c'est lui qui m'a dit, bon, ok, t'as l'imagination, et vas-y. Et effectivement, je remplissais des cahiers, même pendant les heures d'études, au collège, etc. Après, il a fallu travailler la forme. J'ai recherché ma forme, parce qu'après avoir publié un premier recueil de nouvelles. Oui, que vous dites, heureusement, il n'est plus disponible. Oui, heureusement, il n'est plus disponible, parce que quelque part, justement, j'ai pris en pleine face la réalité de qu'est-ce que c'est que réellement travailler sa forme. Pas simplement écouler les choses sur le papier, mais travailler sa forme. Et c'est pour ça que j'arrive à des choses aussi courtes. C'est pour ça que j'écris des novelettes, des petites nouvelles. Ce que vous venez de lire est un moment perdu entre 2 secondes qui peuvent se passer n'importe quand, qui est toujours actuel. Et c'est une recherche formelle sur le cours pour pouvoir influencer les gens, pour pouvoir leur parler en très peu de temps. Alors, vous l'avez dit, vous rencontrez quelqu'un qui trouve que vous avez des idées, vous l'avez dit aussi, vous avez travaillé la forme. Comment on travaille la forme? Bon, il y a l'école, mais on va passer sur la formation du secondaire. Comment est-ce qu'on travaille la forme chez soi tout seul, ou bien il y a des endroits où on peut, s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, des conseils à donner pour travailler cette forme? Pour travailler la forme, il y a de toute façon demander conseil à des gens qui sont habilités à les donner. Il y a des tas d'ateliers d'écriture. Déjà, les autres écrivains. En fait, ce qu'il y a au point de vue de travailler sa forme aussi, il faut se laisser habiter par la forme des autres. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut lire beaucoup, oui, tout à fait. Il faut lire beaucoup, il faut s'habituer à la musique. Il faut voir ce qui est fait ailleurs pour ne pas répéter, pour ne pas réinventer la roue, pour éviter aussi les clichés. Le nombre de fois que je lis un silence assourdissant, par exemple, dans des nouvelles ou dans des textes, c'est aberrant.
Oui, ou dans la presse. Mais bon, la presse, on est obligé d'écrire vite, justement. Et les clichés, à la limite, dans la presse, servent beaucoup parce qu'ils font l'économie de moyens et permettent qu'on comprenne beaucoup plus vite de quoi on veut parler. Quand on fait des recherches sur la forme et que justement on essaye de faire quelque chose de nouveau et de toucher avec quelque chose de nouveau, d'être original, à ce moment-là, il est important de s'en écarter. Donc, il faut les connaître pour pouvoir les éviter. Oui. Alors, aussi, encore une fois, pour avoir des repères, on a fait toute une série sur la foire du livre cette semaine dans le JT, on a vu, il y a des comités de lecture, il y a aussi des cercles d'écriture. Oui. Et ça, il y en a beaucoup dans la région? Il y en a assez peu de ce que je sais, mais j'en connais un principalement, qui est Calam, avec un K, qui a une zone d'influence, je dirais, très grande. Mais évidemment, pour faire cette recherche d'ateliers d'écriture, etc., et de recherche sur l'écriture, c'est plutôt du côté de Bruxelles que ça se passe, ça c'est évident. Alors, vous avez édité plusieurs fois, je montre un de vos ouvrages. C'est difficile d'être édité en Belgique, non? Oui. Enfin, au départ, oui et non. On entend souvent dire que, ça aussi c'est un sacré cliché, l'édition est un parcours semé d'embûches, et 2, que l'édition c'est du copinage. Pour le 1, je suis plus ou moins d'accord, mais le principal, c'est de trouver l'éditeur qui vous parle. Et c'est là aussi qu'il faut lire ce que les autres font, parce que ce qui vous correspond, l'éditeur qui vous correspond, il est là-bas quelque part. Ça, c'est déjà une chose, pour point de vue de l'édition classique. Et la deuxième chose, c'est que j'ai oublié la deuxième chose. Le copinage, voilà. Eh bien, la question du copinage, oui. En réalité, l'édition, c'est du copinage. Dans le sens où, un jour ou l'autre, votre éditeur deviendra un ami. L'éditeur, c'est quelqu'un qui vous conseille. Un copinage a posteriori, alors c'est plutôt positif, ça. A posteriori, bien sûr. A priori, c'est négatif, Pascal Blondiau. Oui, tout à fait. Le copinage, a priori, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est le cercle fermé, et on se dit, je n'arriverai jamais là-dedans. Je n'arriverai jamais à rentrer, c'est foutu, je vais me lancer dans l'auto-édition, qui est une des possibilités actuelles, qui est moins dangereuse qu'il y a ne fût-ce que 20 ans. Mais le copinage positif, c'est effectivement l'éditeur qui vient vous chercher parce que vous n'avez plus rien fait depuis 5 ans. On voit dans les films américains principalement l'éditeur qui téléphone et alors t'en es où? Ça existe? Ça existe. Oui. Ça même peut en Belgique? Oui, même en Belgique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous êtes la preuve vivante. Hein. Je crois que vous prenez le train régulièrement vers Bruxelles. Il y a aussi Nancy Vilbageau qui prend le train régulièrement de Binge vers Bruxelles. Vous étiez tous les deux, si je ne m'abuse, jeudi en train de signer des ouvrages. Ça veut dire que je vous cite vous deux, mais il y en a plein d'autres dans la région. On peut écrire encore, même dans notre région du Centre. Il y a encore moyen d'être édité, il y a encore moyen d'être invité à la foire du livre. Donner de l'espoir à ceux qui ont peut-être un manuscrit dans leur tiroir. Bien sûr, tout à fait. Encore une fois, le truc, c'est vraiment de viser l'éditeur et d'éviter le panachage, parce qu'il y a des gens qui... Pas envoyer le manuscrit partout. Non, jamais. Savoir ce que l'éditeur fait. Ne pas arriver, en réalité, on a écrit quelque chose, c'est trip, probablement, qu'on a mis sur la table, et ne pas arriver à faire de marchand de tapis avec ces tripes, et ne pas arriver chez un éditeur qui n'éditera pas ce que vous allez faire, et qui n'éditera pas, donc vous allez droit à la désillusion. C'est là que c'est important de lire non seulement les autres en tant qu'auteurs, de s'imprégner de ce qu'ils ont fait, mais connaître la maison d'édition. Et de connaître la maison d'édition, bien sûr. Alors, je vais être très franc dans ma question. Vous gagnez de l'argent avec votre écriture? Alors, je gagne, ça me permet, disons que quand les droits d'auteur sont versés, j'offre un restaurant à la petite famille. Sans plus. Sans plus. Certainement pas en poésie. Ça vous coûte cher, vous disiez tout à l'heure, si j'avais voulu gagner ma vie, j'ai vu, on ne parle pas d'Amélie Nothomb, j'ai vu ce que ça coûtait à l'écrivain. Ça coûte quoi? Moralement parlant, en fait, il y a peu de gens qui gagnent de leur plume en Belgique, c'est évident. Mais il y a des cas extraordinaires. Il y a d'un côté Amélie Nothomb, par exemple, qui fournit son roman chaque année. Je n'ai rien contre elle. Mais de l'autre côté, par exemple, il y a quelqu'un comme Nicolas Ancion, qui, lui, a pris ce pari de vivre de la plume, et de vivre de la plume aussi pour nourrir 2 enfants, et son épouse travaille également, mais qui saute sur tout ce qui bouge, qui non seulement fait des livres, qui modèle son style d'après ce qu'on lui demande. Ce n'est pas le poète maudit qui dit je ne serai jamais compris. Non, il va réécrire si on lui demande de réécrire. Si une chronique se présente dans un hebdomadaire féminin, il va également évidemment sauter dessus. C'est pas choquant. Thomas Gunzig fait... Non, dans son sens, ce n'est pas choquant. Thomas Gunzig, vous venez de le citer, il fait des chroniques à la RTBF. Voilà. Il était présent aussi à la foire du livre. Exact. Il écrit, mais c'est obligatoire. Vous aussi, hein, je vois que vous animez pas mal de choses
choses qui concernent la littérature. C'est quoi? C'est alimentaire aussi, ou bien là c'est vraiment par passion? Là c'est par passion, parce que effectivement, donc je ne gagne pas, je gagne une centaine d'euros peut-être par an avec ce que j'écris, mais par contre j'aime bien entretenir la flamme. Et c'est pour ça que je fais les animations littéraires, les apéro-livres à Braine-le-Comte. C'est quoi un apéro-livre? Un apéro-livre, c'est 10 heures du matin, un café de Braine-le-Comte qu'on prend un peu comme par guérilla. On force pratiquement le patron à ouvrir le café. Et on est là autour d'un invité, d'une question en général. Par exemple, est-ce que les ateliers d'écriture servent à quelque chose? On avait fait ça. Ou bien un livre en particulier. Mais ne pas arriver avec une espèce d'auteur sanctifié qui vient présenter sa prose et éduquer le peuple. Plutôt arriver avec le dialogue, toujours avec les gens qui vont venir voir. Alors, il y a les écrivains comme vous, hein, excusez-moi, je vais être brutal, pas très connus. Et alors, il y a les gens connus qui sortent des bouquins. Ils savent écrire, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui leur écrit pour eux? Il y a souvent des des nègres derrière, évidemment. Hein. Mais encore une fois, le principal... des gens qui sortent 3 livres par an sur des thèmes très différents, et on voit bien que c'est pas eux qui les ont écrits. Non, ça ne m'énerve pas dans le sens où ce n'est pas la même cour de récréation. Moi, justement, je fonctionne à la passion, mais je me tais quand je n'ai rien à dire. Ces gens-là n'ont rien à dire, ils le font savoir très haut. Ça c'est un cliché, Pascal Blondiau. C'est peut-être un cliché, oui. Mais c'est bien pour pouvoir séparer les deux types. Il y a vraiment ça, il y a les gens connus qui vont faire vendre. On sait bien et j'ai beaucoup de respect pour lui, Jacques Mercier va sortir à peu près 3-4 livres par an, on sait qu'il va vendre. C'est ça. Et puis il y a ceux comme vous, on sait qu'ils vont peut-être pas vendre. Oui, mais en même temps, d'un point de vue personnel, la gratification que j'en reçois est déjà extrême. Et il y a des gens qui viennent me chercher pour que j'écrive des choses. Effectivement, l'éditeur me téléphone. Vous avez des commandes aussi? J'ai des commandes, et j'ai des demandes surtout. Pour ne citer que ça, un jour, le soir, je reçois un coup de téléphone de Martine Cornil qui dit: j'ai un livre de photographie qui va sortir, je cherchais 30 auteurs belges, j'ai pensé à toi. Ça, c'est une gratification énorme. C'est ce plaisir-là que je recherche. Il faut être intellectuel pour être écrivain? Il faut l'être assez pour maîtriser les outils. Ça, c'est une des grandes leçons qu'on peut prendre, par exemple, dans un livre comme Écriture de Stephen King, qui est un livre que je conseille vraiment aux candidats auteurs, j'allais dire, qui est, si vous ne maîtrisez pas votre boîte à outils, le vocabulaire, la grammaire, etc., effectivement, vous irez pas très loin. Il faut être de gauche? Non. Non. On a parfois quand même le sentiment que les écrivains de votre style sont plutôt de gauche, ou bien c'est aussi un cliché? De mon style, peut-être, dans le sens où je nage dans des maisons d'édition qui sont un peu alternatives, etc. Enfin, dès qu'on est alternatif, on est gauchiste. Il y a peut-être un mélange à ne pas faire. Hein. Mais oui, dans le sens, il y a le côté de gauche avec le côté culture pour tous et ce genre de choses-là, oui. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Le roman que j'ai écrit depuis 15 ans, par exemple. Oui. Dites-nous en plus. Non, mais ça, c'est le genre de choses... Il m'est très difficile de parler de ce que j'ai en cours parce que je veux rester flexible et plastique et pouvoir changer de direction si le sujet l'impose ou si la façon dont on travaille finit par l'imposer. Donc, j'ai plusieurs demandes d'éditeurs, de plusieurs éditeurs. J'ai énormément de travail aussi avec la lecture puisque je suis dans le comité de lecture, entre autres, donc des éditions Malmström. Je tenais aussi à ne pas être dans le même... lecteur dans la même maison d'édition que là où je publie. Donc je me mets... Donc vous travaillez sur un roman que vous ne publierez jamais? Le roman de votre vie? Probablement, oui. Et c'est un besoin psychanalytique? Oui, c'est le but, l'inaccessible étoile, je pense, de Brel, où ce sont des choses, on se le dit toujours. En fait, c'est le rêve d'adolescent qui continue. C'est par là qu'on a commencé. On s'est toujours dit, je vais faire ce roman. Et puis après, en fait, en essayant de l'écrire, on tourne autour de la chose et on finit par sortir des novelettes. Et je suis reconnu pour les novelettes. Je suis connu pour ça. Bon, ben, c'est un accident, mais c'est un accident que je prends à mon profit. Je vais vous poser une question qui pourrait rassurer peut-être des jeunes téléspectateurs. Vous étiez bon en français à l'école? Oui.
Ah, vous étiez malheureusement pour ceux qui se posent la question. Oui, oui. Mais les subtilités grammaticales, etc., par contre, elles viennent après. Au moment où on apprend sujet, verbe, complément d'objet à l'école, on n'est pas prêt à comprendre en quoi la structure de la grammaire peut vraiment magnifier ce que vous avez envie d'écrire. Et il y a énormément de manuscrits que je peux lire qui ne respectent pas les simples règles de grammaire qu'on apprend en primaire, simplement parce que les gens qui écrivent ce genre de texte n'ont pas intégré le côté créatif de la grammaire, le côté structuré qui fait qu'en fait le message va passer. Parce que la plupart des gens qui se mettent à écrire et qui se disent je vais faire un roman et s'il le faut je ferai de l'auto-édition, ne font pas des très bonnes choses parce qu'ils n'ont pas une boîte à outils complète. D'accord, Pascal Blondiot, mais si on reprend votre novelette qui est très bien écrite, mais elle n'est pas compréhensible à la première audition. Je suis certain que les téléspectateurs qui m'ont entendu tout à l'heure, qui ont envie, ont besoin de la relire et de la relire une troisième fois pour comprendre le sens réel de cette novelette. Donc ça, c'est de la complexité. C'est de la complexité, mais c'est pour ça aussi que c'est très court. Parce que, aussi bien en écrivant qu'en souhaitant qu'on le lise, je peux la reprendre quand je la travaille. Quand je travaille quelque chose qui est de la taille d'une novelette, je peux la reprendre de tous les côtés et me dire là ça marche pas, la troisième partie, parce qu'il y a quand même des parties, même si c'est tout petit, cette articulation-là ne fonctionne pas. Ah tiens, là, encore une fois un truc grammatical, j'ai une concordance de temps qui est complètement fautive. Donc c'est pour ça en fait que mes novelettes sont courtes. C'est parce que comme ça j'ai la maîtrise totale. Vous la maîtrisez, mais le lecteur, on sait bien qu'aujourd'hui à l'heure des tablettes d'internet, on ne prend pas 10 minutes, 20 minutes pour lire une novelette. Donc là, pour y entrer, il faut prendre le temps. Oui. Mais il faut prendre le temps pour la poésie aussi, etc. Et moi j'essaye de créer un espace calme aussi, en retrait. En même temps, le format par sa courteur est lisible à l'heure actuelle entre deux trains ou des choses comme ça. Donc de ce côté-là, pour moi, c'est un format relativement moderne. Mais en même temps, il crée un espace de calme et de retrait du monde trépidant. Justement, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. L'impact de la technologie moderne, des tweets, des statuts Facebook très courts sur la littérature et l'écriture, cet impact va se ressentir quand? Oui, il se ressent déjà. Déjà il se ressent déjà. Des gens comme Francesco Pito, par exemple, qui publie également au Dessin de Lune, mais qui est un grand auteur d'ouvrages jeunesse, entre autres La Martinière et Au Seuil, est quelqu'un qui a fini par aligner des statuts Facebook, comme justement chaque fois une petite histoire. La littérature, ce qu'on appelle la littérature avec un grand L, n'est pas l'adversaire de la nouvelle technologie et du tweet. Certainement pas. Et il suffit de voir ce que Bernard Pivot pense des tweets, par exemple, et la façon dont il s'y est mis lui-même. Un recueil de tweets très très amusant, effectivement. Tout Alors Pascal Blondiot, ce sera mon avant-dernière question. Vous étiez à la foire du livre. Il y a pas mal de retours pour dire que c'est une belle foire du livre. Vous partagez cet avis général? Oui, tout à fait. Une belle ambiance. On avait parlé sur Antenne Centre également dernièrement du déménagement qui avait eu lieu vers Tour et Taxi, qui est pour moi c'est un lieu magnifique endroit. Oui, magnifique, vraiment, et qui permet des emplacements, des tribunes, etc. Encore hier soir, il y avait Antoine Waters qui était là pour le prix premier, qui a gagné pour un livre qui s'appelle Nos mères. J'ai vu sur votre page Facebook que vous étiez très content pour lui. Oui, mais c'est vraiment quelqu'un qui le mérite. C'est vraiment quelqu'un qui le mérite. C'est aussi quelqu'un qui vient de la poésie. Lui, il a fait son roman. Son premier roman vient de sortir. Mais j'étais vraiment très content pour lui. Et la structure de la foire, effectivement, permet la rencontre, d'abord ex cathedra presque, et ensuite on peut aller... si on le retrouve dans les couloirs, on peut aller boire un verre avec lui. Dernière question, 2 volets. Quel est le livre que vous, je ne vais pas dire conseiller parce que je n'aime pas, mais que vous conseillez quand même, et quel est votre livre de chevet? D'accord. Le livre que je conseille, j'en parlais tantôt, je crois, c'est pour ceux qui veulent écrire, c'est Stephen King écriture. Il y a juste le chapitre qui concerne les agents littéraires, qui n'est pas d'actualité en Europe, parce que les agents littéraires ont une grosse importance aux États-Unis, mais peu en Europe. Donc écriture de Stephen King. Et votre livre de chevet? Tous ceux que je possède. Je n'ai pas de chevet assez grand pour garder un livre de chevet. Il y a un livre absolument... si, il y a un livre auquel j'ai une fidélité absolue. C'est André Ardelais, Chasseur,
Les chasseurs d'André Ardelais, oui. Pascal Blondiot, merci. Et quand vous sortirez le roman de votre vie, vous serez évidemment le bienvenu dans le 7e ou dans un de nos JT ou dans Gimmick, évidemment. La semaine prochaine, retour du Club de la Presse, comme tous les premiers dimanches du mois. Il sera entre autres question de folklore, évidemment, puisque nous serons le dimanche gras. Belle semaine à tous. Au revoir.